Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Lors d'une interview accordée à RFI, le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adjadi Bakari, a répondu à la mise en garde des putschistes burkinabés et maliens adressés à la CEDEAO contre une intervention militaire au Niger. Depuis plusieurs semaines, le prix de l'essence de contrebande, encore appelé Kbayo, a augmenté. Dans cette édition, vendeurs et revendeurs livrent les conséquences de cette hausse sur leur chiffre d'affaires. Ce jeudi matin, le terrain de Godomé à Ouédonou a eu lieu le lancement officiel de la 14e édition des championnats nationaux de tir à l'arc. Le point dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a pris la décision de faire intervenir des militaires au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel rompu depuis le 26 juillet dernier. Ceci si aucune solution pacifique n'est trouvée pour restaurer Mohamed Bazoum dans ses fonctions. L'organisation a donné un ultimatum de 7 jours qui devrait arriver à terme dimanche 6 août prochain. Pour les putschistes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso, toute intervention militaire au Niger serait une déclaration de guerre et déjà ils apportent leur soutien aux militaires nigériens. Sur RFI, le ministre béninois des Affaires étrangères a été interpellé sur le risque d'une implosion de la CEDEAO, voire un conflit régional que peut déclencher l'intervention de l'organisation régionale. S'il devait avoir une intervention militaire au Niger, il ne s'agit pas d'intervenir contre un pays, relève le ministre Adjadi Bakari. Selon lui, il est question de libérer une autorité démocratiquement élue, prise en otage par des personnes qui avaient la charge de sa sécurité. Le chef de la diplomatie béninoise précise qu'en réalité, on n'est pas en guerre, car, a expliqué le ministre béninois Adjadi Bakari, la CEDEAO ne va pas se battre contre les populations nigériennes. Le 1er août dernier, le Bénin a célébré avec fierté son 63e anniversaire d'indépendance. Depuis qu'il a accédé à l'indépendance en 1960, le pays a connu de nombreux défis, mais a également fait des progrès significatifs sur de nombreux fronts. Joël Ataï Guédégbé, acteur de la société civile, expert en gouvernance, nous fait le point de ce qu'on peut retenir de ses 63 ans depuis la gouvernance du président Patrice Talon. Il est au micro de Nancérine Fatoumbi et de Francis Farani. Les instruments de la démocratie, nous devons les apprivoiser, non pas les détourner de manière médiocre, mais réinventer, sans vouloir réinventer la roue, faire en sorte de bâtir des institutions fortes. Et si ce sont celles de la démocratie exécutive, législative, judiciaire et autres, là, à l'instar de la recommandation du président Barack Obama, faire en sorte que que les individus décroissent un peu et pour que les institutions s'installent, deviennent pérennes, que des traditions
positives s'agissant de la démocratie se mettent en place. C'est comme ça que nous allons banaliser à la limite le jeu électoral ou le temps des élections qui est souvent temps d'angoisse et de méfiance exacerbée. Au-delà de ça, il nous faut être plus que jamais collé aux principaux indicateurs de la gouvernance. Je l'ai rappelé tantôt, on ne peut pas se priver d'une référence au respect des droits de la personne. Sans liberté, il n'est pas de démocratie possible. Mais la liberté doit supposer responsabilité. Et donc, à travers cela, il y a l'obligation de rendre compte, il y a la redevabilité des autorités, il y a forcément le devoir de transparence, toutes choses qui vont faire, qui ne peuvent qu'améliorer autant la gouvernance des institutions de l'État que même celle des entreprises. Nous prenons de plus en plus le libéralisme et l'entrepreneuriat, mais si ces valeurs-là ne sont pas au premier chef des autres institutions non étatiques, et donc a priori des entreprises, voire même des familles de l'école et de moult institutions non politiques, nous n'aurions pas le socle qui permet de bâtir un État moderne sur le plan de la culture. Plus que jamais, nous devons faire l'effort de nous désaliéner. Et donc c'est un processus plus long, il ne se décrète pas, mais avoir conscience que la colonisation nous a sérieusement aliénés. Et malgré le départ du colonisateur, nous continuons de subir d'autres formes d'aliénation. Et avoir conscience de ça peut nous libérer, peut développer d'autres potentialités au niveau des citoyens béninois. Restons avec Joël Ataï-Guédégbé qui énonce les réformes engagées par le gouvernement au plan politique et social ainsi que les défis à relever. Il est toujours au micro de Cyrine Fatoumbi, Francis Fahami. Au plan politique, au plan du jeu électoral, quand les dirigeants qui se sont succédés à la tête de notre État ont pu avoir conscience de la nécessité de certaines réformes, ils n'ont pas eu le courage politique, craignant peut-être le prix électoral à payer. Et donc, ça c'est pour les réformes dont on était conscient, mais que par calcul politicien, on a différé. Il y en a d'autres qui s'imposent désormais à nous, et donc l'un dans l'autre, il faut se féliciter de ce que sous la bannière du président Talon, du gouvernement, des gouvernements qu'il a mis en place, le Bénin se soit assez courageusement engagé dans certaines réformes. Toutes ne vont pas de soi, et certaines se traduisent par un prix douloureux à payer. Toute réforme est généralement changement d'habitude, changement ou remise en cause de certains acquis. Et c'est là que les réformes engagées sous la gouvernance du président Talon mériteraient probablement davantage de pédagogie, de préparation. Mais le temps nous est compté et à la décharge des gouvernements du président Talon, je pourrais dire ça. On pourrait également déplorer que parfois, effectivement, il y a eu, en tout et pour tout dire, je crois que la participation est souvent le point faible de l'actuelle gouvernance. Mais c'est une gouvernance qui essaye de mettre davantage l'accent sur l'obligation de résultat et partiellement celle de rendre compte. On est encore loin de ce qu'on pourrait espérer, mais dans maints domaines, les réformes engagées ont été utiles à la remise à flot de l'économie du pays. Il y a davantage de formalisation. Il y aura probablement une imposition de plus en plus forte. C'est toujours le défi pour tout gouvernement de pouvoir élargir l'assiette fiscale pour que la pression fiscale ne repose pas sur les mêmes ou sur une minorité d'entreprises. Donc comment inventer une gestion économique qui fasse contribuer, même qui fasse produire suffisamment de quoi investir à nouveau
et plus même dans les secteurs sociaux où la demande est loin d'être satisfaite. Et si l'emphase a été mise sur certains domaines comme l'eau de manière incontestable, sur le maintien des filles à l'école, voire des enfants avec les cantines. Il y a un nombre de mesures sociales qui ont été prises qui concourent quand même au mieux vivre, même dans la santé. Mais nous sommes encore bien loin de la coupe aux lèvres et peut-être qu'avec davantage de dialogue, davantage de participation, de pédagogie, on pourrait accélérer ces réformes-là, on pourrait mieux les systématiser, mieux les faire accepter et les rendre probablement plus productives, plus durables. C'est ça le défi. Le cabinet Vœux Expert & Co a organisé une séance d'orientation pour les nouveaux bacheliers ce jeudi 3 août au centre communautaire EIA. Cette séance va permettre désormais aux nouveaux universitaires de faire un bon choix pour les études supérieures. Reportage Anaël Dou. Éclairer les jeunes bacheliers afin qu'ils fassent de meilleurs choix de filière. C'est l'objectif que vise le cabinet Vœux Expert & Co à travers cette séance d'orientation. Les jeunes bacheliers présents à l'occasion ont eu droit à du coaching, des partages d'expériences, des essais en anglais et bien d'autres. Contrairement à ce qui est courant, cette séance d'orientation est spécifique. Nous avons fait aujourd'hui une séance d'orientation. Mais ce n'est pas une séance classique comme cela se fait d'habitude. C'est une séance plus orientée vers la compétence des enfants et le besoin sur le marché en termes de compétences. Donc nous avons discuté avec les enfants, les nouveaux bacheliers, pour leur montrer les techniques qu'ils peuvent utiliser, déployer chez eux-mêmes afin de choisir les filières qu'il leur faut en fonction du projet professionnel. Aujourd'hui, nous avons essentiellement développé 3 notions. La notion de projet professionnel, la notion de projet d'études et la notion de choix de filière. Si nous prenons la notion de projet professionnel, le projet professionnel, c'est le métier que l'enfant désire faire. Parce qu'en chaque enfant, il y a un don, il y a une prédisposition à mieux faire tel ou tel métier. Et comme je le disais, on ne peut pas demander à un poisson de grimper l'arbre, comme on ne peut pas demander à un mouton d'aller nager. Donc chaque enfant a un don, chaque enfant a quelque chose en lui. Et c'est cela qu'il faut que l'enfant définisse. C'est ça qui est le projet professionnel. Donc dès lors que l'enfant trouve ce que c'est que son projet professionnel, c'est-à-dire le métier que cet enfant veut exercer, il va falloir maintenant trouver le projet d'études qui va avec ce projet professionnel. Le projet d'études, c'est quoi? C'est l'ensemble des études, des formations et des diplômes que l'enfant doit avoir afin de réaliser son projet professionnel. Donc pour un projet professionnel donné, il y a un projet d'études spécifique. Après le projet d'études, il faut maintenant définir la filière de base qui va permettre de réaliser ce projet d'études. Par exemple, quelqu'un qui veut faire l'expertise comptable, le projet professionnel, c'est être expert comptable. Le projet d'études, c'est avoir le DEC. Pour avoir le DEC, il faut avoir le DCG, le DCG et le DEC. Pour avoir le DCG, il faut choisir la filière de base. La filière de base, ça peut être la G2, la comptabilité, la C ou bien la D. Les nouveaux bacheliers ont apprécié toutes les notions développées lors de cette séance d'orientation. C'était très instructif. La majorité de tout ce qui a été dit, je dirais même carrément tout. On est parti d'une bonne base en définissant d'abord ce que nous voulons, nos projets professionnels. Après de là, on a fait tout ce qui pourrait nous amener à réussir ce projet professionnel-là. Monsieur Séverin Oudénou nous a donné beaucoup de pistes. Il a été très, très instructif et j'ai beaucoup aimé l'intervention de toutes les personnes en général. Les résolutions seront, je dirais, très bonnes parce que déjà avec ce que nous avons fait aujourd'hui, je saurais que, attention, il y a certaines pistes sur lesquelles il faut parler. Il nous a donné des directives, par exemple, pour dire, il y a des exemples de métiers qui, à l'avenir, ne seront plus trop bénéfiques, ne seront plus trop à la une. Et par conséquent, si entre-temps, j'avais choisi un métier qui, par l'avenir, pourrait poser problème, attention, je saurais que maintenant, là, je pourrais enlever ce métier, choisir d'autres choses, mais tout en étant cadré dans mes rêves.
À travers cette séance d'orientation, le cabinet Vœux Expert & Co marque de son empreinte le développement éducatif au Bénin. D'autres séances sont prévues afin que les nouveaux bacheliers fassent des choix judicieux et utiles. Depuis quelques mois, le secteur de la commercialisation de l'essence de contrebande, communément appelé Kpayor, connaît des hauts et des bas. Le Kpayor, qui coûtait entre 300 francs et 500 francs au maximum auparavant, est depuis peu à 700 francs le litre. Depuis quelques acteurs de cette filière s'expriment sur l'impact de l'augmentation du prix de l'essence sur les différentes affaires. Ils sont au micro de Leandro Kodo et Ulrich Amegangpoe. C'est grâce au commerce de contrebande de l'essence que nous parvenons à nourrir nos familles. On a été surpris de la hausse du prix qui est montée jusqu'à 700-750 francs. On ne comprend plus rien. Chaque jour, on s'attend à ce que le prix baisse, le prix reste élevé et nous n'y pouvons rien. On n'arrive plus à vendre et nos familles en souffrent beaucoup. Les enfants n'arrivent plus à manger correctement comme il le faut. Actuellement, nous sommes en vacances et bientôt ce sera la rentrée. L'activité du commerce de contrebande de l'essence ne marche plus du tout. Beaucoup de nos clients se rendent aux stations-service pour s'approvisionner en carburant. On en souffre beaucoup et on ne sait plus à quel sein se vouer. On a été surpris de la hausse imprévisible du prix de l'essence. Le bénéfice qu'on arrivait à percevoir n'est plus le même aujourd'hui. Le prix de l'essence est vraiment trop cher et on n'arrive plus à trouver quelque chose dans nos poches, mais seulement de l'argent pour le propriétaire de la moto qu'on conduit. Le chiffre d'affaires quotidien tourne autour de 2000 francs. Cette hausse du prix de l'essence cause beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, avec un budget de 2000 francs, si tu prends 2 litres d'essence, le soir, tu rentres affamé. Cette journée, par exemple, j'ai déjà pris 4 litres d'essence. Mais je vous promets que je n'ai pas encore fait une recette de 1000 francs CFA. On peut dire que la plus-value qu'on obtient actuellement n'est plus le même. On travaille beaucoup plus pour les revendeurs d'essence parce qu'on est obligé d'acheter de l'essence, mais on n'en gagne plus autant. Aujourd'hui, avec cette hausse des prix, nous sommes obligés d'aller jusqu'à 3 000 à 4 000 par jour juste pour de l'essence. Si nous considérons que l'essence est à la station à 650 francs et chez nos revendeurs, ce qu'on appelle communément ici au Bénin le Kpayor, l'essence relatée, elle est à 700. Parfois, la nuit, ça monte à 800 et nous n'avons pas le choix. Si tu parviens à faire une recette de 1500, tu soustrais 700 francs de l'essence. Mais à quel moment pourrais-tu collecter les frais du propriétaire de la moto et pouvoir te mettre quelque chose comme réserve en poche? Raison pour laquelle, moi, j'ai dû abandonner cette activité de taxi moto pour m'adonner à une autre activité rémunératrice pour pouvoir joindre les deux bouts. Il paraît que c'est le nouveau président du Nigeria qui a demandé à ce que le prix de l'essence ne soit plus subventionné. Et il y a tellement de versions dans cette histoire qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut retenir. C'est pas du tout normal et nous sommes obligés de continuer à aller prendre l'essence relatée qui est à 700, à 800 parfois, puisque pour se rendre dans une station-service et prendre de l'essence, actuellement, avec cette situation, cela nous prend énormément du temps. Il y a une queue énorme et parfois, nous sommes obligés de nous réveiller à 5 h, 6 h, 4 h pour aller à la station pour pouvoir prendre de l'essence. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi, Koussacé, a donné le coup d'envoi des Jeux Intercampus JIC 2023 ce mercredi au campus d'Abomey Calavi. La cérémonie de lancement officiel des Jeux a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïladekan. Reportage Larios Adiagbino. Plus de 800 athlètes, 4 disciplines dont une cérébro-ludique. 5 jours de compétition. Les 14 centres universitaires sous tutelle du COUS-AC vont se challenger dans le cadre des Jeux Intercampus JIC 2023 à Abomey Calavi. Les Jeux Intercampus sont le prolongement du championnat pluridisciplinaire. C'est les équipes championnes qui sont venues maintenant pouvoir défendre les couleurs de leur centre universitaire. Donc ici, on aura le gagnant des gagnants. L'objectif de la compétition, c'est quoi? C'est le développement du sport universitaire. Et comme objectif spécifique, c'est détecter les talents et constituer les équipes universitaires compétitives pour la participation aux compétitions nationales et internationales. On a essayé de sélectionner, de prendre des sélectionneurs dans chaque discipline. Donc, les présidents vont suivre tous les matchs pour pouvoir détecter et constituer
les équipes universitaires au niveau de chaque discipline. Cette année, le Scrabble fait son introduction dans les Jeux aux côtés du football masculin, du basketball masculin et féminin et du handball féminin. Les organisations estudiantines félicitent le COUS AC pour les efforts consentis et l'invitent à maintenir le cap. Il nous faut remercier le Centre des universités sociales qui, chaque année, arrive à trouver la formule adéquate pour pouvoir nous réunir autour d'un certain nombre de disciplines après une bonne durée de travail intellectuel. C'est d'ailleurs ce qui explique notre présence ici pour le lancement de la 6e édition des Jeux Intercampus. S'il y a quelque chose qu'il faut saluer cette année, c'est qu'en plus des autres disciplines, il y a eu de l'innovation. Et cette année, il y aura une compétition, il y aura un tournoi de Scrabble. Ce que nous demandons, c'est que les années à venir, qu'ils puissent innover davantage pour que nous puissions avoir beaucoup de disciplines à notre actif. En initiant les GIG, la ministre Yaïla Dekan, alors d'ECOUS, voulait participer à l'épanouissement total des étudiants. La directrice du centre universitaire de Sakété exhorte les athlètes à exploiter au mieux ce cadre de brassage. Il faut vraiment profiter de ces occasions pour collaborer, pour créer un ancrage très intéressant qui vous permet de communiquer, de travailler ensemble maintenant et aussi dans le futur. Il faut profiter de ces occasions pour mieux vous connaître et mieux travailler. Profitez surtout pour vous amuser, puisqu'il s'agit des Jeux intercampus. Très important de s'amuser, mais dans le fair play. Le représentant des étudiants l'a déjà dit. Le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique abonde dans le même sens. Je vous souhaite de prendre du plaisir, je vous souhaite de vivre ces Jeux dans la discipline, le respect mutuel et puis vive le sport à l'université. Le DECOUS exprime sa gratitude à l'autorité pour son accompagnement permanent. Je voudrais remercier vraiment le DAC. Parce que c'est lui qui dirige la délégation du cabinet et je vois que le cabinet est fortement représenté et ça montre une fois encore l'attachement de la ministre au COUS-AC et à tous les étudiants. Elle fait vraiment de l'épanouissement des étudiants vraiment le fondement même de sa politique. Le COUS-AC bénéficie du soutien de la Poste du Bénin cette année. Le rideau va tomber sur cette 6e édition des Jeux Intercampus le dimanche 6 août 2023 avec un méga concert des casseurs de l'UAC. Mais avant, les groupes artistiques des centres universitaires vont animer le Festival artistique universitaire 2023. La 14e édition des championnats nationaux de tir à l'arc a démarré dans la matinée de ce jeudi sur le terrain de Godomé à Ouédonou. Bonaventure Kofi Kodia, directeur du sport d'élite, et Léa Guillaume, vice-présidente du comité national olympique du sport béninois, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie officielle d'ouverture. Reportage c'est Larios Adjaguno. Les archers béninois sont à la conquête du Graal national pour le compte de la saison 2023 depuis ce matin. À cette édition, la Fédération béninoise de tir à l'arc a atteint l'objectif de 100 participants qu'elle s'est fixé à la clôture des derniers championnats nationaux. Nous voici à la 14e édition du championnat national du tir à l'arc. Ça ne veut pas dire que notre fédération a 100 archers. C'est les gens qui sont capables que chaque Ligue a envoyé. Et nous vous disons merci pour le travail que vous abattez. Et nous comptons que l'année prochaine, nous serons à 150. Et quand nous serons à 200, on va commencer à faire les éliminatoires par ligue zonale pour amener les meilleurs à la phase finale du championnat national. Pendant 3 jours, les participants vont compétir en arc classique et standard dans plusieurs catégories. Comme vous le voyez, nous avons commencé ce 3 août par les arcs classiques de grandes compétitions qui se déroulent avec les cadets sur une distance de 60 mètres et les juniors seniors sur une distance de 70 mètres. La journée de demain, nous aurons dans la matinée les arcs standards de 20 mètres et 25 mètres
pour 20 mètres pour les cadets et 25 mètres pour les seniors. Alors dans l'après-midi, il y aura maintenant les tout nouveaux qui n'ont jamais fait le championnat national, que ça dans toutes les catégories d'âge, et les moins de 10 ans jusqu'aux juniors seniors, c'est-à-dire moins de 10 ans 8 mètres, les minimes et cadets 10 mètres, les juniors seniors 12 mètres pour la journée de demain. En ouverture de ces championnats, la représentante du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN, félicite les athlètes et les invite à réaliser de belles performances. Mes chers athlètes, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des tout jeunes. Et ça donne espoir que demain nous aurons de très grands athlètes. Je souhaite à tout un chacun de vous beaucoup de courage. Parce que faire du sport, ce n'est pas facile. Alors je vous souhaite beaucoup de courage et qu'on ait de très bons résultats. Les archers s'engagent à relever ce défi. Cette fois-ci, on promet de mieux faire que la dernière fois et aller pour le Tizo-Kata prochain en Côte d'Ivoire et ramener la première place. Je rêve de gagner le championnat national pour pouvoir participer au Tizo-Kata en Côte d'Ivoire. Le directeur du sport d'élite a réaffirmé l'engagement du ministère des Sports à accompagner le développement du tir à l'arc au Bénin. L'organisation de ce championnat est la preuve que vous êtes déterminés à faire développer cette discipline au Bénin. Au nom du ministre des Sports, M. Rosad Omeki, je tiens à féliciter l'ensemble du comité exécutif, particulièrement le président de la fédération, pour tout ce qui a été fait pour que ce championnat soit effectivement une réalité. Monsieur le Président, comme vous le saviez, l'appui du département des sports ne vous fera pas défaut. Comme il est de tradition, à la veille du démarrage de ces 14e championnats nationaux de tir à l'arc, les juges ont actualisé leurs connaissances au cours d'un séminaire. Dans son élan de faire la promotion du sport au Bénin, Yann Mahimi, ancien basketteur franco-béninois en collaboration avec le Comité national olympique et sportif béninois, organise une formation au profit des préparateurs physiques. Les hostilités de ce séminaire de formation ont été annoncées au cours d'une conférence de presse tenue au stade de l'Amitié de Cotonou ce mercredi. Yann Mahimi a dévoilé à l'occasion les objectifs et les attentes au terme de la dite formation. Propos recueillis par Colombe Oussou. Je suis passé pro à l'âge de 16 ans, jusqu'à maintenant j'ai 36 ans, donc un peu moins de 20 ans de carrière au niveau professionnel. Et en fait, pour être très honnête avec vous, je n'aurais pas pu avoir cette longévité dans ma carrière sans préparateur physique. Pour moi, le préparateur physique, l'accompagnement du préparateur physique dans la carrière d'un athlète professionnel, c'est essentiel. Et quand on comprend ça, on se rend compte que c'est pas seulement au Bénin, moi qui voyage partout en Afrique, on se rend compte qu'on manque un peu d'expertise dans ce domaine. Le préparateur physique, que tout le monde comprenne, c'est la personne la plus bienveillante envers l'athlète qui existe dans l'écosystème du sport. C'est-à-dire que le préparateur physique n'a qu'un seul but, c'est que son athlète soit en bonne santé et que son athlète progresse selon un choix de carrière. Donc ça, c'est indépendant des coachs, des general managers, des présidents de clubs. C'est vraiment le meilleur ami de l'athlète. Donc ça, c'est très important. Pourquoi on commençait par ça? Parce que c'est les bases, et aussi parce que je me rends compte que ce métier qui est préparateur physique a besoin de visibilité. C'est-à-dire que c'est une carrière. Il faut que les gens, surtout ici au Bénin, se rendent compte que c'est une carrière. Vous savez très bien que vous êtes tous fans de sport, je pense. Vous aimez tous pratiquer le sport depuis tout petit, et vous savez très bien que tout le monde n'est pas professionnel. Très peu d'entre nous sont élus, mais il y a des carrières comme ça qui permettent à un jeune homme ou une jeune femme
de rester au contact des athlètes, de rester dans le milieu du sport et d'en faire une carrière. Et une préparateur physique, c'est une carrière. Moi, mes attentes, c'est que les participants aient la même attente que moi, en fait. La même rigueur, la même envie, la même passion. C'est ça mes attentes. Je sais que tout le monde ne sera pas là, à cette hauteur, mais s'il y en a quelques-uns, et de préférence, s'il y en a au moins un par fédération, c'est tout ce que je demande. On commence avec un par fédération, on ira loin. Quand je rêve pas juste basket. Je rêve à l'échelle de tous les sports, qu'on soit bien représenté. Donc j'attends des participants, que ce soit avant tout des rêveurs tout comme moi, qu'ils aient des grandes aspirations. Cette plateforme, ce qu'on essaie de leur donner, les participants, c'est vraiment une opportunité de rentrer dans la cour des grands. Que ce soit ici au Bénin ou nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'une personne qui sort avec un bachelor de LaSalle University, c'est un préparateur physique partout dans le monde entier, reconnu. Yann Maimi a profité de l'occasion aussi pour mettre la lumière sur les conditions de sélection des candidats, puisqu'au total, 130 sur près de 300 candidats ont été retenus pour bénéficier de la dite formation. On l'écoute au micro de Colombo Oussou. La condition première était d'être affilié à une fédération. C'est pour ça qu'on est passé par le comité olympique. Ensuite, on a demandé des informations personnelles. On a demandé l'âge, on a demandé le niveau scolaire et on a demandé le niveau d'expérience, l'année d'expérience dans le métier. On a passé une nuit blanche à vraiment, dans le détail, étudier chaque profil. Et on a essayé, en fait, dans la sélection, on a essayé de donner l'opportunité à tout le monde. On a d'abord essayé d'avoir le nombre égal de femmes et d'hommes, ce qui a été impossible, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ensuite, on a essayé de donner une opportunité à un représentant de chaque fédération d'avoir au moins un participant. Et ensuite, en fonction de l'âge, on a essayé de choisir des participants. Moi, mon souhait à la base a été de choisir des participants très jeunes et avec de diplômes. Et c'est vrai qu'après discussion avec le SG et d'autres personnes, on a décidé de ne pas forcément se concentrer sur les plus jeunes. Car on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que beaucoup des acteurs au Bénin, de préparateurs physiques ou de personnes qui ont des aspirations de préparateurs physiques, sont d'un certain âge. Et il ne fallait pas les exclure. Donc, on les a ramenés. Et donc, dans la sélection, ce qui a beaucoup pesé aussi, c'est le niveau scolaire. Et c'est là où moi j'ai été un petit peu surpris, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de participants qui se sont arrêtés avant le bac. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de commencer avec le bac parce qu'on voudrait donner l'opportunité aux participants d'aller un jour à l'université. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas aller à l'université sans avoir le minimum de bac. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.